L'affaire Estelle Mouzin, un mystère persistant. En 2003, la paisible ville d'Annecy, nichée au pied des majestueuses Alpes françaises, fut bouleversée par une tragédie qui allait marquer à jamais son histoire. Durant les derniers jours de l'automne, alors que le soleil caressait encore la terre de ses rayons dorés, Estelle Mouzin, une fillette de 9 ans, disparut, comme volatilisée dans l'air. Sa disparition ne fut pas seulement un drame familial, mais aussi une énigme nationale qui, jusqu'à ce jour, hante les autorités et l'opinion publique. Estelle, enfant pleine de vie et de curiosité, s'évanouit le 24 janvier 2003 sur le chemin de l'école. Elle fut aperçue pour la dernière fois près de la patinoire, à quelques pas de son domicile. Des témoins rapportèrent qu'elle était seule et que rien ne laissait présager un tel drame. Lorsqu'Estelle ne rentra pas chez elle, ses parents donnèrent l'alerte, déclenchant d'importantes opérations de recherche. Des centaines de policiers, de volontaires et même l'armée française participèrent aux recherches d'Estelle. Les environs d'Annecy furent passés au peigne fin, les enregistrements des caméras de surveillance furent minutieusement étudiés et des dizaines de témoins furent interrogés. Malgré les efforts considérables déployés, aucune trace d'Estelle n'a été retrouvée. L'affaire devint rapidement l'une des plus médiatisées et énigmatiques de l'histoire contemporaine française. Pendant des années, l'enquête a exploré diverses pistes. L'une des principales théories était celle d'un enlèvement à des fins d'agression sexuelle. La police s'est intéressée à des résidents locaux ayant des antécédents de crimes similaires, ainsi qu'à des étrangers présents à Annecy le jour de la disparition d'Estelle. Cependant, aucune de ces pistes n'a abouti. En 2012, près de 10 ans après la disparition d'Estelle, l'affaire a connu un rebondissement. La police française a arrêté François Strop, un homme au passé criminel déjà condamné pour des délits sexuels sur mineurs. Strop a nié toute implication dans la disparition d'Estelle, mais les enquêteurs ont découvert un faisceau d'indices suggérant sa possible culpabilité. Par exemple, des objets d'enfants ont été retrouvés dans son véhicule, et son alibi au moment de la disparition d'Estelle s'est avéré fragile. En 2021, François Stropoli a été reconnu coupable de l'enlèvement et du meurtre d'Estelle Mouzin, et condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Bien que le corps d'Estelle n'ait jamais été retrouvé, le tribunal a estimé que les preuves de la culpabilité de Stropoli étaient suffisamment accablantes. L'enquête a révélé que le mobile du crime était l'attirance sexuelle de Stropoli pour les mineurs. Cette affaire, marquée par d'innombrables rebondissements et une tragédie déchirante, demeure l'une des pages les plus sombres des annales judiciaires françaises. Elle rappelle la fragilité de l'enfance et l'importance cruciale de protéger les membres les plus vulnérables de notre société. Pourquoi, tant d'années après, la justice semble-t-elle encore inachevée? Chapitre 1er, une idylle brisée en un instant Annecy, le 9 janvier 2003. La journée était glaciale, mais ensoleillée. Estelle, comme à son habitude, rentrait de l'école. Élève de CE 3e, elle aimait passionnément dessiner des chevaux et rêvait de devenir vétérinaire, se projetant comme un docteur Dolittle du XXIe siècle. Ce jour-là, Estelle portait une veste rose éclatant, une provocation audacieuse face à la grisaille hivernale, et une écharpe bordeaux, enroulée avec amour autour de son cou par sa mère. Quelques centaines de mètres la séparaient encore de chez elle, un chemin familier parcouru d'innombrables fois. Pourtant, cette fois-ci, quelque chose d'anormal se produisit. La dernière fois qu'Estelle fut aperçue, c'était près de la patinoire municipale, à quelques pas seulement de sa maison. Une dame âgée, témoin de la scène, se souvint par la suite avoir vu la fillette marchant sur le trottoir. Selon ses dires, la rue était déserte et Estelle ne parlait à personne. Les conclusions de l'enquête policière confirmèrent ce fait, aucun autre témoin ne se manifesta ce jour-là, et les images des caméras de surveillance situées près de la patinoire étaient floues, rendant impossible l'identification formelle de la jeune fille. La tragédie de cette situation résidait dans le fait qu'Estelle avait disparu quasiment sur le seuil de sa propre maison, ne laissant derrière elle qu'une incertitude glaciale. Estelle Mouzin s'était volatilisée, et personne ne la revit jamais vivante. Lorsque la fillette ne rentra pas chez elle à l'heure habituelle, une vague d'inquiétude envahit le cœur de ses parents, se transformant rapidement en une terreur paralysante. Sans perdre une seconde, une mobilisation générale s'organisa pour retrouver Estelle. Amis, voisins et anonymes, tous se joignirent aux recherches, sillonnant chaque recoin d'Annecy, chaque parc, chaque ruelle. Le nom d'Estelle résonnait dans l'air, comme une incantation désespérée pour la ramener à la vie. Mais l'espoir s'amenuisait à chaque heure qui passait, et le miracle tant espéré ne se produisait pas. La disparition d'Estelle plongea Annecy dans un état de choc. Cette ville, nichée au bord d'un lac aux eaux limpides,
avait toujours cultivé une réputation de tranquillité et de sûreté. Un sondage réalisé en 2020 attestait que 97% des Annéciens se sentaient en sécurité, même en flânant dans les rues à la nuit tombée. L'enlèvement d'Estelle vint brutalement briser cette image idyllique, révélant une réalité plus sombre où le mal pouvait se dissimuler derrière une façade de bien-être. La tragédie engendra une vague de soupçons et de méfiance. Les voisins se dévisageaient avec inquiétude, scrutant les visages familiers à la recherche d'un signe, d'un indice. Chaque geste, chaque mot était analysé avec minutie, et les conversations à voix basse bruissaient de questions angoissantes, auxquelles personne ne pouvait répondre. L'atmosphère de la ville s'est alourdie, imprégnée d'une peur et d'une anxiété palpables, comme une prémonition de malheur encore plus grand. Cette tragédie a secoué la conscience collective, suscitant une réflexion profonde sur la fragilité de la vie et la facilité avec laquelle l'innocence peut être perdue dans un monde où le danger peut surgir à chaque coin de rue. Selon des sondages réalisés immédiatement après le drame, environ 70% des habitants ont avoué avoir désormais peur de laisser leurs enfants sortir seuls. Les rires joyeux des enfants, qui résonnaient autrefois dans les rues, se sont évanouis comme par enchantement, cédant la place à un silence oppressant et à une crainte omniprésente. Chapitre 2, des pistes qui s'évanouissent. L'enquête sur la disparition de la petite Estelle a été confiée au commissaire de police Jacques Dupont, un homme de légende, un détective fort de plus de 20 ans d'expérience, réputé pour son calme olympien et son esprit analytique, capable de décomposer les affaires les plus complexes en éléments infimes. Dupont, ancien élève de l'École nationale supérieure de police de Saint-Cyr-au-Mont-d'Or, était connu pour sa méticulosité obsessionnelle et sa capacité à remarquer des détails qui, tels des fantômes, échappaient à l'attention du commun des mortels. Il était parfaitement conscient que le temps était leur ennemi le plus redoutable, et que chaque minute de retard réduisait inexorablement les chances, déjà minces, de retrouver Estelle vivante. Selon les statistiques du Centre national pour les enfants disparus, environ 90% des affaires de disparition d'enfants sont résolues dans les premières 48 heures. La première étape de l'enquête a consisté en un interrogatoire minutieux des témoins. Une dame âgée, Madame Lefebvre, qui affirmait avoir vu Estelle près de la patinoire municipale peu avant sa disparition, n'a malheureusement pas pu fournir d'informations substantielles. Elle se souvenait vaguement d'une fillette, vêtue d'une veste rose, déambulant seule sur le trottoir en direction du parc Monceau. Les autres témoins potentiels, interrogés par la police, n'avaient rien pu apporter de concret. Estelle semblait s'être volatilisée, comme une goutte de rosée au soleil, sans laisser la moindre trace. La police, tel un immense filet, ratissait la ville et ses environs, mètre après mètre, dans l'espoir de retrouver la fillette disparue. Des équipes cynophiles, accompagnées de chiens dressés pour détecter la moindre odeur, avaient été déployées, mais même ces derniers n'avaient pu suivre la piste au-delà du parc. L'opération de recherche, d'une ampleur sans précédent, avait mobilisé des centaines de personnes, et les enregistrements des caméras de surveillance disséminées dans toute la ville avaient été minutieusement visionnés, mais tous ces efforts restaient vains. L'énigme de la disparition d'Estelle s'épaississait à chaque instant, devenant de plus en plus sinistre. Les policiers inspectaient méticuleusement les environs à la recherche du moindre signe de lutte, d'objets perdus, de tout indice susceptible de faire la lumière sur la mystérieuse disparition de la petite Estelle. Chaque bâtiment des environs d'Annecy était passé au peigne fin, les habitants interrogés, mais toutes ces tentatives restaient infructueuses. Une lueur d'espoir jaillit enfin lorsqu'un foulard d'un riche bordeaux, rappelant par sa couleur et sa texture celui que portait la fillette le jour de sa disparition, fut découvert à quelques kilomètres de la ville, dans l'épais sous-bois. La découverte fut immédiatement envoyée au laboratoire pour expertise. Les résultats des analyses se révélèrent ambivalents, les experts confirmèrent la forte probabilité que l'écharpe ait appartenu à Estelle. Cependant, malgré tous leurs efforts, aucune trace d'ADN ne put être détectée sur le tissu, incapable de révéler l'identité du coupable ou d'éclairer les circonstances de la disparition de l'enfant. L'enquête était dans l'impasse. Le nombre d'indices était infime, et les témoins disposés à fournir des informations utiles se faisaient rares. L'inspecteur Dupont sentait le temps précieux lui filer entre les doigts, tel du sable. La pression du public et des médias montait en flèche, comme une boule de neige dévalant une pente. Chaque journal, chaque bulletin d'information exigeait des réponses. Tous voulaient savoir ce qui était réellement arrivé à Estelle. L'histoire de sa disparition avait ému le pays tout entier, incitant les gens à suivre l'enquête avec anxiété et compassion, craignant pour le sort de l'innocente. Cette affaire rappelait d'autres cas retentissants, tels que la disparition de Marie Bénard en France en 1949 ou l'affaire des meurtres d'enfants à Atlanta entre 1979 et 1981, soulignant la complexité et l'importance de résoudre les crimes impliquant la disparition d'enfants.
Chapitre 3, l'ombre de Michel Fourniret en France. En l'an 2008, le nom de Michel Fourniret résonna à nouveau à travers le pays, tel un sinistre écho des mystères non résolus et des crimes atroces du passé. Déjà incarcéré pour une série d'enlèvements et de meurtres monstrueux, cet homme se retrouva involontairement au centre de l'attention publique, suspect numéro 1 dans l'affaire de la disparition d'Estelle Mouzin. Michel Fourniret, une personnalité complexe et paradoxale. D'un côté, un assassin froid et impitoyable, dépourvu de la moindre empathie envers ses victimes. De l'autre, un homme au destin brisé, dont le passé traumatisant l'aurait peut-être poussé sur la pente glissante du crime. Sa biographie est émaillée d'une enfance et d'une jeunesse difficiles, marquée par la violence et la négligence, autant d'éléments qui, selon certains criminologues, auraient pu forger sa personnalité déviante. L'arrestation de Fourniret et de son épouse, Monique Olivier, en 2008 marqua un tournant décisif dans l'enquête sur plusieurs affaires non élucidées. Au cours d'interrogatoires longs et épuisants, Monique Olivier avoua soudainement sa complicité dans plusieurs enlèvements et meurtres commis par son mari. Ces révélations choquèrent même les enquêteurs les plus expérimentés. Elle décrivit en détail les penchants sadiques de Fourniret, sa haine pathologique des femmes et son désir maniaque de contrôle et de domination. Ces révélations furent la clé qui permit de décrypter les motivations criminelles de Fourniret et d'entrevoir la noirceur de son âme. Un élément central attira l'attention de la police, la présence avérée de Fourniret à Annecy le jour de la disparition d'Estelle Mouzin. Bien que ce fait fût établi, Fourniret nia catégoriquement toute implication dans cette tragédie. Il admit sa présence dans la ville, mais prétendit n'avoir aucun lien avec la disparition de la jeune fille. Cette déclaration ne fit qu'accentuer les soupçons des enquêteurs, incapables d'ignorer une telle coïncidence de temps et de lieu. Son alibi paraissait fragile, son comportement équivoque. Dès lors, l'ombre de Michel Fourniret plana sur l'affaire Estelle Mouzin, devenant le symbole d'un mystère non résolu et d'un mal impuni. Sa culpabilité ou son innocence dans ce crime spécifique restait en suspens, nécessitant une enquête minutieuse et des preuves irréfutables. Les événements ultérieurs révélèrent que la vérité, enfouie dans les profondeurs de la mémoire de Fourniret, était plus monstrueuse que quiconque aurait pu l'imaginer. Son nom devint synonyme du mal, et son histoire, un avertissement sur les conséquences des traumatismes passés et des désirs obscurs incontrôlés. L'affaire Fourniret, un nom qui résonne encore comme un sinistre écho dans les annales de la criminologie française, a profondément marqué les esprits et soulevé des interrogations fondamentales sur la nature du mal. Suite à une série d'expertises approfondies, notamment psychiatriques, et à une analyse minutieuse des preuves, l'enquête a révélé l'implication de Michel Fourniret dans une multitude d'autres crimes atroces. Sa réputation de tueur en série impitoyable s'est alors définitivement forgée, laissant derrière lui une traînée d'horreur et d'incompréhension. Ces actes abominables ont glacé le sang de la France et du monde entier, gravant son nom dans les mémoires comme l'un des plus monstrueux criminels de l'histoire. Bien que les preuves directes fassent défaut, de nombreux indices indirects pointaient irrésistiblement vers la culpabilité de Michel Fourniret dans la disparition d'Estelle Mouzin. Tout d'abord, des témoins ont formellement reconnu son véhicule aux abords de la patinoire le jour fatidique où la jeune fille s'est volatilisée. Si ce seul élément ne suffisait pas à établir sa culpabilité, il le plaçait néanmoins à proximité immédiate du lieu du crime au moment crucial. De plus, lors d'une perquisition à son domicile, des photographies troublantes de jeunes filles, présentant une ressemblance frappante avec Estelle, ont été découvertes. Cette découverte glaçante, combinée aux autres éléments à charge, laissait entrevoir une obsession inquiétante pour les enfants et une possible fascination morbide pour Estelle. Enfin, l'alibi fourni par Fourniret s'est avéré fragile et incohérent, ne résistant pas à un examen approfondi. Les contradictions dans ses déclarations et l'absence de preuves concrètes de sa présence ailleurs au moment de la disparition d'Estelle n'ont fait qu'accentuer les soupçons pesant sur lui. Le point culminant de l'enquête fut le témoignage de Monique Olivier, l'épouse de Fourniret, qui révéla les aveux de son mari concernant le meurtre d'Estelle Mouzin. Selon ses dires, Fourniret avait enlevé la fillette, l'avait emmenée dans une zone boisée et lui avait ôté la vie. Cependant, Monique Olivier ne put indiquer l'endroit exact où reposait le corps d'Estelle. Son témoignage était d'autant plus crédible qu'elle avait déjà collaboré avec les enquêteurs et fourni des informations véridiques concernant d'autres crimes de Fourniret. Malgré un faisceau d'indices concordants et le témoignage direct de Monique Olivier, Fourniret nia catégoriquement toute implication, accusant sa femme de mentir par vengeance. Il employa une stratégie de déni, de manipulation et de désinformation, cherchant à embrouiller les pistes et à échapper à la justice. Fourniret joua un rôle savamment orchestré, dissimulant habilement la vérité derrière un masque d'innocence inébranlable, ce qui compliqua considérablement l'établissement de la vérité et sa traduction en justice.
Chapitre 4, l'absence du corps, l'absence de justice. Malgré les efforts considérables de la police et les opérations de recherche de grande envergure, le corps d'Estelle Mouzin ne fut jamais retrouvé. Cette circonstance tragique constitua un obstacle majeur à la condamnation de Michel Fourniret pour son meurtre. Dans le système juridique français, l'absence du corps d'une victime représente un défi considérable pour prouver la culpabilité dans une affaire de meurtre, car elle prive l'enquête d'une preuve matérielle essentielle, nécessaire à l'établissement d'une chaîne d'événements irréfutables. L'absence du corps d'Estelle Mouzin a longtemps constitué un obstacle majeur à la manifestation de la vérité, rendant impossible toute expertise médico-légale précise et empêchant d'établir avec certitude les causes exactes de sa mort ainsi que la nature violente de son décès. Bien que Michel Fourniret ait été condamné pour d'autres crimes odieux, notamment des viols et des meurtres, l'absence de la dépouille d'Estelle l'a initialement mis à l'abri d'une accusation directe d'homicide dans cette affaire. Il n'avait été reconnu coupable que d'enlèvement, une issue qui avait suscité l'indignation générale et une profonde amertume envers le système judiciaire. L'affaire Estelle Mouzin est ainsi devenue un symbole de l'impunité, illustrant les failles d'un système où l'absence d'une pièce maîtresse pouvait permettre à un criminel d'échapper à la justice. Alain et Irène Mouzin, les parents d'Estelle, ont refusé de se résigner à cette injustice. Leur combat acharné pour la vérité n'a jamais faibli, animé par l'espoir que le coupable serait un jour puni pour ses actes. Leur lutte est devenue un symbole d'amour parental et de désespoir, ainsi qu'un appel pressant à une réforme du système judiciaire pour éviter que de telles tragédies ne se reproduisent. Chapitre 5, les aveux aux portes de la mort. En l'an 2020, alors qu'il était incarcéré et proche de la mort, Michel Fourniret a fait une confession inattendue, il a avoué le meurtre d'Estelle Mouzin. Ces révélations ont éclaté comme un coup de tonnerre, près de 20 ans après la disparition de la fillette. Sur le point d'expirer, rongé par les remords ou en quête d'une forme de rédemption, Fourniret a décrit avec précision comment il avait enlevé Estelle, âgée de 9 ans, comment il l'avait emmenée dans une forêt isolée et comment il lui avait ôté la vie. L'aveu glaçant de Michel Fourniret a révélé des détails jusque-là inconnus de l'enquête, impliquant directement le criminel dans la disparition d'Estelle Mouzin. Cet aveu, ultime espoir pour les parents d'Estelle, a ouvert une nouvelle page dans cette affaire tragique. Sur son lit de mort, Fourniret a révélé l'impensable, guidant les enquêteurs vers la vérité tant recherchée. Il a décrit avec précision le lieu où il avait dissimulé le corps d'Estelle. Sans perdre un instant, la police s'est rendue dans la forêt indiquée. Après des heures de recherche minutieuse, les enquêteurs ont découvert des restes humains décomposés. L'analyse médico-légale et l'expertise ADN ont confirmé l'horrible vérité, les restes appartenaient bien à Estelle Mouzin, disparue il y a 17 ans. Cette découverte macabre a mis fin à des années d'incertitude et de souffrance pour la famille d'Estelle. Fourniret a avoué l'impensable, confessant avec une froide précision l'enlèvement et l'assassinat d'Estelle. Pourtant, la justice, bien qu'ayant fait son œuvre, n'a pu se déployer pleinement. Fourniret est mort dans sa cellule, emportant avec lui les secrets d'un procès jamais tenu, laissant derrière lui un sillage de questions irrésolues. L'affaire Estelle Mouzin, vieille de 17 ans, a gravé dans la mémoire collective française une cicatrice indélébile. Elle est devenue le symbole tragique de la vulnérabilité de l'enfance et de l'impérieuse nécessité d'une vigilance constante. Comme l'a souligné le criminologue Alain Bauer, ce drame a mis en lumière les failles béantes dans la protection des enfants et l'urgence d'améliorer les dispositifs d'alerte et de réaction rapide en cas de disparition de mineurs. Cette affaire a également mis en exergue le rôle crucial de la génétique dans la science forensique, l'analyse ADN ayant permis d'identifier formellement la victime après toutes ces années. La tragédie d'Estelle Mouzin reste un rappel poignant, celui de ne jamais oublier les victimes et de poursuivre sans relâche la quête de justice, même lorsque le temps semble vouloir effacer les traces du passé. L'affaire Estelle Mouzin a marqué à jamais l'existence de ses parents. Irène Mouzin s'est éteinte en 2016, emportant avec elle le poids des questions sans réponse et l'absence de justice. Alain Mouzin, jusqu'à son dernier souffle, a lutté sans relâche pour que la vérité éclate et que les coupables soient punis. Bien plus qu'un simple fait divers, ce drame a ému des millions de personnes à travers le monde. Estelle est devenue un symbole de l'innocence bafouée et un rappel poignant de l'importance cruciale de la vigilance, de la compassion et de la quête inébranlable de justice, valeur fondamentale de toute société civilisée. Ce genre d'atrocité, hélas, n'est pas un cas isolé. Des milliers d'enfants disparaissent chaque année, un grand nombre ne sont jamais retrouvés. Ces chiffres alarmants soulignent l'impérieuse nécessité d'améliorer sans cesse les dispositifs de protection de l'enfance et de renforcer la sévérité des sanctions à l'égard de ceux qui s'en prennent à elle. Cette tragédie nous confronte à des interrogations profondes, comment de telles horreurs peuvent-elles se produire ?
Qu'est-ce qui peut pousser un être humain à commettre d'aussi monstrueux actes? La quête de réponse à ces interrogations transcende le simple devoir des forces de l'ordre et du système judiciaire, elle incombe à la société tout entière. C'est en unissant nos forces que nous pourrons bâtir un monde où les enfants se sentent en sécurité et où le mal est inexorablement puni. Peut-on réellement appréhender l'essence même du mal, sonder sa logique perverse? L'affaire Estelle Mouzin, fauchée en pleine jeunesse, est devenue le symbole d'une cruauté incommensurable, soulevant des questions fondamentales sur la nature de la violence et la morale humaine. Ce crime, perpétré il y a de nombreuses années, a laissé derrière lui un vide béant, empli de douleurs et d'énigmes irrésolues. Pourtant, malgré tout, cette histoire recèle une étincelle d'espoir, l'espoir que, même après des décennies, la justice puisse triompher et que la vérité, enfouie sous un amas de mensonges et d'oubli, finisse par éclater au grand jour. Le nom d'Estelle Mouzin, victime innocente d'un acte odieux, doit perdurer dans nos mémoires, servant de rappel constant de la valeur inestimable de chaque vie humaine, de la fragilité de l'existence et de la facilité avec laquelle elle peut être anéantie. Cette tragédie doit être une leçon sévère pour les générations futures, une mise en garde contre la répétition de tels drames, un signal d'alarme appelant à la vigilance et à la compassion. L'histoire d'Estelle Mouzin n'est pas qu'une simple chronique d'un crime, c'est un miroir reflétant les aspects les plus sombres de la nature humaine, un défi lancé à la société, un appel à une lutte incessante contre le mal qui, tel un prédateur, se tapit toujours dans l'ombre, prêt à frapper. Car tant que nous nous souviendrons d'Estelle Mouzin, tant que nous garderons son image dans nos cœurs, elle vivra. Son histoire est un appel vibrant à une vigilance constante, une invitation à une lutte acharnée contre le mal, qui peut se manifester sous des aspects insidieux, allant de la violence domestique aux crimes odieux contre l'humanité. Tel qu'exprimé par le philosophe Edmund Burke au XVIIIe siècle, la seule chose nécessaire au triomphe du mal est que les braves gens ne fassent rien. Ces mots résonnent avec une pertinence poignante, soulignant l'importance cruciale du souvenir d'Estelle Mouzin. L'histoire d'Estelle est un emblème de combat, une lueur d'espoir que la vérité finira par triompher et que le mal sera vaincu. Cette lutte doit se poursuivre sans relâche, afin que des tragédies semblables ne se reproduisent jamais. C'est la seule manière d'honorer la mémoire d'Estelle et de toutes celles et ceux qui ont été victimes de violences et d'injustice. Se souvenir, c'est se battre. Se battre pour un avenir radieux, où le mal n'a pas d'emprise, et où la justice et la compassion sont les valeurs fondamentales. Car, comme l'a dit Victor Hugo au XIXe siècle, même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Que la mémoire d'Estelle Mouzin soit un rayon de ce soleil, éclairant notre chemin vers la justice et la bonté.